Bien. Alors, mes chers collègues, nous entendons à présent Monsieur Jean-Christophe Combe, qui est ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées, sur la feuille de route de son ministère, dont le PLFSS pour 2023, qui a été présenté ce lundi en Conseil des ministres et qui constitue la première étape de cette feuille de route. J'indique que cette audition fait l'objet d'une captation vidéo qui sera retransmise en direct sur le site du Sénat et disponible en vidéo à la demande. Monsieur le ministre, je vais vous laisser la parole pour une présentation liminaire avant de donner la parole au commissaire qui souhaite vous interroger. Je ne doute pas que les questions seront nombreuses, et notamment celle de notre rapporteur de la branche concernée, Philippe Mouillet. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure générale, Mesdames et Messieurs les membres du bureau, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs. Bonjour, écoutez, je suis ravi d'être là devant vous aujourd'hui. Je sais que vous avez eu une journée chargée, donc je vais essayer d'être le plus clair et le plus direct possible dans ma présentation. Je vous remercie de votre accueil et évidemment, mon cabinet et moi-même, nous tenons à votre disposition pour des échanges directs à l'avenir, autant que de besoin, pour parler de sujets tant nationaux que locaux. Vous savez que j'étais, avant d'être ministre, directeur général de la Croix-Rouge française et qu'à ce titre, je sais combien il est important de rester connecté avec les réalités de terrain. Donc cette audition doit me permettre à la fois de vous présenter dans les grandes lignes la feuille de route qui m'a été confiée par la Première ministre et en même temps de vous présenter les grandes lignes du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Donc j'ai injecté dans cette présentation de la feuille de route les premières mesures que vous trouverez dans ce texte. Le ministère dont j'ai la responsabilité est le ministère des Solidarités concrètes, et donc j'ai pour but, dans la mission qui m'a été confiée, de pouvoir apporter des réponses très opérationnelles aux problématiques que se posent aujourd'hui les Français, construire avec vous des solutions. Je crois vraiment dans la force de la co-construction avec le Parlement, avec les collectivités, avec les acteurs sur les territoires, que ce soit les associations, les entreprises, les entrepreneurs sociaux et puis les personnes accompagnées elles-mêmes, puisque je crois qu'on a un vrai enjeu de pouvoir intégrer dans l'élaboration de nos politiques publiques des phases très amont ces personnes accompagnées. C'est aussi le ministère de toutes les vulnérabilités, du premier au dernier jour de nos vies, comme j'ai l'habitude de le dire. Et je souhaite par cette approche que nous dépassions l'approche silotée qu'on connaît aujourd'hui dans le portage des politiques de solidarité. Et parce que, bien évidemment, une personne comme ces problématiques ne se divisent pas, qu'on puisse les accompagner de façon globale. L'ensemble des chantiers que je vais porter doivent répondre à un triple objectif, mais aussi à une double urgence. Le premier de ces objectifs, c'est d'adapter notre système aux besoins sociaux d'aujourd'hui, que ce soit les familles monoparentales, que ce soit la grande pauvreté, que ce soit le vieillissement de la population. Le deuxième objectif est celui de réduire les inégalités de destin, et à commencer évidemment dès la naissance, mais aussi tout au long de la vie, pour aller vers une société qui soit réellement inclusive. Et puis enfin, le troisième objectif, c'est celui de contribuer à la société du plein emploi. Je ne crois pas qu'il y ait d'un côté l'économie et puis de l'autre l'État social. Je crois que les deux fonctionnent ensemble. C'est parce que l'un fonctionne que l'autre peut être performant, et c'est parce que l'un est performant que l'autre peut être financé. Et je précise d'ailleurs que le secteur social et médico-social est dans notre pays le quatrième secteur pourvoyeur d'emploi, ce qui doit nous donner, on va dire, ce qui est un argument supplémentaire pour travailler à la question de l'attractivité des métiers dans le secteur. La double urgence dont je parlais, c'est d'abord l'urgence du quotidien, c'est comment on protège nos concitoyens les plus vulnérables face aux crises, qu'elles soient climatiques, qu'elles soient sociales, qu'elles soient économiques. Et de ce point de vue, on a déjà répondu dans cette temporalité très rapidement dès cet été, avec l'allocation exceptionnelle de solidarité qui a été votée, qui a été distribuée le 15 septembre dernier à près de 11 millions de familles.
à toutes les mesures inscrites dans ce PLFSS de soutien aussi aux acteurs du médico-social. Il y a une grosse attente de la part de ces acteurs d'être protégés dans cette situation. Et puis, c'est plus généralement les mobilisations qu'on doit accompagner face aux événements climatiques, canicules, hiver avec le plan grand froid notamment. Et puis la deuxième urgence, c'est celle d'anticiper et d'accompagner la population dans les grandes transitions démographiques, écologiques et solidaires. Donc vous l'avez compris, le périmètre de mon ministère, il va couvrir tous les âges de la vie, avec au deux bouts la question de la petite enfance et de l'autre le grand âge, et en continu la question de la performance de notre modèle de protection sociale et de l'inclusivité de notre société. Concernant le premier bout de la vie, à savoir la question du bien grandir, ce qu'on porte aujourd'hui, c'est un soutien clair et fort aux familles. Dans la poursuite du travail initié notamment par mon prédécesseur, Adrien Taquet, dans la politique des 1000 premiers jours, sur l'ensemble du territoire, qu'on souhaite poursuivre et amplifier, la priorité de soutien aux familles, elle se traduit directement dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale avec une hausse du budget de la branche famille de près d'1,6 milliard d'euros, avec deux objectifs. Le premier, de favoriser l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et de contribuer à la société du plein emploi en développant l'accès à un mode de garde pour les jeunes enfants. Et le second, de continuer à lutter contre les inégalités de destin en intervenant dès la petite enfance et en soutenant les familles les plus fragiles. Concrètement, ça se passe avec la réforme du complément mode de garde. D'une part, avec la révision de son barème pour permettre aux familles qui n'ont pas de place en crèche de pouvoir faire garder leur enfant au même coût par une assistante maternelle ou une garde à domicile. Et puis la seconde mesure, c'est l'allongement du bénéfice du complément mode de garde pour les enfants de 6 à 12 ans pour les familles monoparentales. Comme vous le savez, les familles monoparentales sont à 90% d'entre elles des femmes qui, pour 30% d'entre elles, vivent sous le seuil de pauvreté. Et donc, c'est une mesure qui devrait permettre d'abaisser le taux de pauvreté de ces familles de plus de 2 points. Concrètement, en passant également, en augmentant de 50% la pension alimentaire minimale, donc l'allocation de soutien familial qui passera de 123 à 185 euros par mois et par enfant. La réforme du complément mode de garde s'ajoute aussi au lancement de la trajectoire qui nous permettra à terme de créer 200 000 places d'accueil du jeune enfant d'ici à 2030. C'est un véritable enjeu pour les 160 000 parents qui aujourd'hui ne reprennent pas de travail faute de solutions. Ces mesures sont quelque part la première pierre du service public de la petite enfance que le président de la République souhaite que nous mettions en œuvre, à construire évidemment avec les collectivités, en particulier le bloc communal, et puis l'ensemble des acteurs du secteur autour de 3 priorités: plus de solutions de qualité, plus d'égalité d'accès sur le plan financier et sur le territoire pour répondre à des inégalités sociales et territoriales, et puis des réponses à la pénurie de personnel. Enfin, soutenir les familles, c'est aussi soutenir la parentalité et la conjugalité, mieux prévenir les conflits intrafamiliaux et les ruptures de liens familiaux. C'est dans l'intérêt des enfants, c'est dans l'intérêt des parents, notamment des femmes, mais aussi de la collectivité dans son ensemble. À l'autre bout de la vie, il y a la question du bien vieillir. L'urgence d'un secteur en crise de confiance qui est à la fois confronté à l'impact de l'inflation, de la flambée des prix de l'énergie et du manque de personnel. On a déjà mis un certain nombre de mesures en place pour restaurer la confiance dans les EHPAD et soutenir leur transformation. C'est toutes les mesures qui ont été incluses dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 et tout ce qu'a fait Brigitte Bourguignon au premier semestre 2022 et puis ce qu'on continuera à mettre dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. Pour compenser donc également l'impact de l'inflation avec l'extension du gel tarifaire de l'énergie à l'ensemble des EHPAD, les revalorisations salariales, donc dans la continuité du Ségur, mais j'ai annoncé également l'augmentation du point d'indice de la fonction publique qui sera étendu à l'ensemble du secteur et donc aux établissements privés.
Ce qu'on doit également travailler, et là nous allons travailler dans le cadre du Conseil national de la refondation. On sait que le président de la République a souhaité porter ce sujet de la transition démographique dans le cadre du CNR autour de 3 axes prioritaires. Le premier, celui de la prévention, pour retarder la perte d'autonomie et permettre aux personnes âgées de vivre dans la cité comme elles le souhaitent. On va faire le choix du domicile puisque c'est aussi le choix des Français, ce qui se traduit déjà dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale avec la création de nouvelles places de services de soins infirmiers à domicile, la mise en place d'une tarification qui prenne mieux en compte le profil des bénéficiaires, un tarif plancher qui sera revalorisé cette année pour tenir compte de l'inflation et le financement des 2 heures annoncées supplémentaires chaque semaine auprès des 780 000 personnes qui bénéficient de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile. Donc des heures dédiées à la convivialité, à la prévention, mais qui permettront aussi d'améliorer les conditions de travail, l'organisation du travail des intervenants à domicile qui subissent trop souvent des temps partiels ou des temps fractionnés. Au-delà du PLFSS, le bien vieillir à domicile, c'est aussi l'adaptation des logements. Et donc, on travaille dès maintenant à pouvoir se mettre en ordre de marche pour déployer MaPrimeAdapt, pour pouvoir adapter les logements à partir de 2024 et pour permettre l'adaptation d'au moins 400 000 logements d'ici à 2027. La question ensuite de la citoyenneté et du lien social pour garantir la participation des personnes âgées à la société, à la vie de la société, à l'élaboration des politiques publiques aussi dans toutes leurs dimensions. Une société aussi qui se mobilise pour lutter contre l'isolement social, qui est un véritable fléau pour nos aînés. Et puis la dernière priorité, c'est la question des métiers, qui ne se limite pas à la question de la rémunération, qui doit toucher l'ensemble des dimensions qui font l'attractivité, que ce soit la qualité de vie au travail, que ce soit la formation, les parcours professionnels, les transitions professionnelles, la valorisation des acquis d'expérience dont vous avez dû d'ores et déjà parler aujourd'hui, et qui passe aussi par des mesures d'urgence, notamment celles qui consistent à s'engager dans le financement à terme de 50 000 nouveaux postes dans les EHPAD. On en a inscrit un certain nombre dès cette année dans le PLFSS, malgré les difficultés de recrutement que connaît le secteur, pour montrer aussi un engagement volontariste sur cette dynamique. Alors, évidemment, j'ai entendu, il y a beaucoup de débats qui se concentrent autour de la question loi grand âge, pas loi grand âge. Ma réponse est assez claire, c'est qu'avant de parler du contenant, il faut qu'on parle ensemble du contenu. J'ai dit, il y a une triple temporalité pour moi, une temporalité immédiate, et il y aura des mesures dans le PLFSS pour répondre aux problématiques aujourd'hui, aux urgences que connaît le secteur médico-social. On poursuit dans une seconde temporalité la transformation, notamment du secteur du grand âge avec le virage domiciliaire et la transformation, modernisation de nos EHPAD. Et puis, on portera une ambition dans le cadre du Conseil national de la refondation qui pourrait aboutir, le cas échéant, à des mesures législatives, mais post-conclusion au printemps 2023. Une petite parenthèse enfin pour finir sur le grand âge concernant la fin de vie et l'articulation entre grand âge et fin de vie, parce que j'étais aussi beaucoup interrogé là-dessus, parfois de façon un peu hasardeuse. Le message que je voulais passer, c'était que quel que soit l'aboutissement de ces discussions, évidemment, elles ne doivent pas être le symbole de l'échec d'une société qui ne saurait pas prendre soin et accompagner les plus vulnérables. Les personnes vulnérables ne sont pas un poids pour notre société, mais au contraire une richesse. Et c'est ce que je souhaite porter en tant que ministre de toutes les vulnérabilités. Je participerai moi-même pleinement au débat sur la fin de vie, tout en, bien évidemment, travaillant sur ces deux sujets de façon bien distinguée, puisque le sujet de la fin de vie est un sujet qui porte aussi bien sur des dimensions personnelles qu'intimes, mais aussi familiales et collectives,
qui touche au regard que nous portons sur la fragilité de façon générale, sur la mort, sur la souffrance et sur la liberté, qui touche aussi au rôle des soignants et à celui des proches, et puis qui devra nous permettre aussi d'écouter la parole des tout premiers concernés, des personnes en fin de vie, des familles et des soignants. Concernant les préoccupations transverses, celle de la mission qui m'est confiée de transformer notre modèle de protection sociale en partant peut-être d'objectifs partagés pour un système qui soit plus performant, plus juste et plus orienté aussi vers l'insertion des personnes. Vous savez que notre système aujourd'hui de prestations sociales est complexe. Il favorise la défiance par son illisibilité, le non-recours, la fraude aussi, bien qu'il soit l'un des plus performants des pays de l'OCDE. Je crois qu'on a là aussi un travail à faire pour le moderniser et le rendre plus performant. Ce modèle, on a essayé aussi d'y apporter des réponses urgentes par rapport à la situation des personnes que nous accompagnons, notamment cet été avec la revalorisation des minima sociaux et l'aide exceptionnelle de solidarité dont j'ai parlé en introduction. On portera ce projet de modernisation qui s'appelle Solidarité à la source, voilà, de façon beaucoup plus structurelle pour simplifier le système et pouvoir adresser les aides à ceux qui en ont réellement besoin et les inscrire dans un vrai parcours d'insertion et d'accompagnement. On travaillera aussi d'ici à la fin de l'année, dans le cadre de ma feuille de route, au renouvellement de la stratégie de lutte contre la pauvreté. J'ai déjà réuni les acteurs du secteur la semaine dernière, commencé les consultations aussi avec les collectivités. Et la Première ministre m'a demandé d'aboutir à ce renouvellement d'un pacte de solidarité entre l'État, les collectivités et les acteurs de la solidarité d'ici à la fin de cette année. Autre objectif, celui de réussir la transition écologique et solidaire. Je crois qu'on a un enjeu collectif fort d'accompagner les personnes les plus vulnérables dans ces grandes transitions, au regard notamment bien de l'impact sur les personnes les plus vulnérables, notamment des changements climatiques par exemple. Et on le fera en ayant à cœur, pour réduire la pauvreté dans notre pays, de travailler sur les trois principaux postes de dépenses contraintes des ménages, à savoir le logement, avec la lutte contre la précarité énergétique et la rénovation des passoires thermiques, la mobilité. Là aussi, il y a un enjeu de déploiement à grande échelle des solutions solidaires. Et puis l'alimentation, enfin, avec dès cette année le doublement des crédits pour l'aide alimentaire qui a été permis dans le cadre des discussions parlementaires sur le projet de loi de finances rectificative. Et puis à plus long terme, voilà, pour travailler sur les suites du chèque alimentaire, l'accès à une alimentation saine, durable et équilibrée pour toutes les personnes précaires, et aussi lutter contre la question de l'obésité qui touche aujourd'hui 17% de nos enfants. Le handicap, évidemment, avant de terminer, je veux vous dire quand même quelques mots, même si je crois que vous auditionnerez également Geneviève Darrieussecq. Vous verrez que le projet de loi de financement de la sécurité sociale respecte rigoureusement les engagements qui ont été pris, notamment à l'issue de la dernière conférence nationale du handicap. Là aussi, il y a un investissement financier, c'est 700 millions d'euros de crédits supplémentaires qui vont être consacrés toujours au développement de l'offre médico-sociale, à la détection précoce et à l'accompagnement des troubles du spectre autistique, du polyhandicap ou encore des personnes âgées vieillissantes. On va aussi tâcher de développer l'articulation entre l'école et le secteur médico-social dans un acte 2 de l'école inclusive, et un renouvellement aussi de la stratégie autisme et troubles du neurodéveloppement qui doit s'achever à la fin de cette année. Évidemment, tout ça s'inscrira dans l'habitude de concertation que nous avons organisée avec le secteur et les personnes concernées, avec un comité interministériel qui doit se tenir début octobre pour préparer une grande conférence du handicap en février 2023. En conclusion, je voudrais aborder deux sujets transverses qui sont indispensables
pour pouvoir conduire cette feuille de route. La première, ce sont la richesse humaine, c'est-à-dire les femmes et les hommes qui s'engagent pour transformer et mettre en œuvre la transformation de ces politiques publiques. C'est un sujet qui transcende l'ensemble des politiques publiques dont j'ai la responsabilité, de la petite enfance au grand âge, en passant par le handicap ou la lutte contre les exclusions. On a une crise aujourd'hui des vocations, des difficultés de recrutement et d'attractivité dans le secteur. Et donc ce sera vraiment une question transversale que nous porterons de façon interministérielle. On l'a fait sans doute de façon trop silotée et cloisonnée jusqu'à présent. Et donc on va essayer d'avoir une approche plus transversale, plus globale, de sortir aussi de la logique Ségur de la santé pour repasser dans une dynamique qui soit plus pérenne et plus structurelle de ces questions. Et la deuxième, c'est la confiance indispensable dans notre système, fragilisé par la fraude, mais aussi par la question de la maltraitance, qui est sans doute un sujet majeur, qui a trop longtemps été mis sous le tapis et sur lequel nous agissons. J'ai annoncé la semaine dernière plusieurs saisines. La saisine du Haut Conseil de santé publique pour pouvoir faire une analyse des données scientifiques et améliorer le recueil de ces cas de maltraitance. Une seconde saisine de la Conférence nationale de santé pour construire la contribution des parties prenantes au traitement territorial des alertes de maltraitance. Et enfin, une saisine de l'IGAS avec mes collègues Braun et Cobel sur les systèmes d'information et leur mise en cohérence pour une meilleure visibilité de toutes les alertes de maltraitance. Ces saisines, elles ne vont pas évidemment épuiser le sujet sur lequel une grande stratégie sera décidée d'ici la fin de l'année. Voilà, et donc j'aurai également à cœur de rendre régulièrement des comptes sur l'avancée de cette feuille de route et surtout sur la mesure de son impact. Je pense que c'est un élément important aussi de la crédibilité de nos politiques publiques. Merci, Monsieur le Ministre, et bon courage pour cette feuille de route ambitieuse. Je vais passer tout de suite la parole à Philippe Mouiller, qui est rapporteur de la 5e. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, merci pour ces précisions. J'ai quelques questions complémentaires et de demandes de précision. La première est un élément d'actualité, vous ne l'avez pas évoqué, mais ça concerne la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé. Un décret est annoncé pour la mi-décembre. Est-ce que vous pouvez nous le confirmer? Surtout qu'on nous indique que rien ne se passera tant que le décret ne sera pas aujourd'hui sorti. Et donc, comme l'enjeu du calendrier est un enjeu fondamental, plus vous attendrez pour le décret, plus nous retarderons la capacité à mettre en place cette réforme. Donc, pour vous dire concrètement où est-ce qu'on est sur la mise en œuvre de la déconjugalisation tant attendue. Deuxième point, ça concerne, vous l'avez évoqué très rapidement dans les mesures handicap, la rentrée scolaire a eu lieu il y a quelques semaines. Conformément aux engagements pris par le gouvernement, de nouveaux postes d'AESH ont été créés, mais en même temps, nous voyons une désorganisation importante sur tout le territoire national, des besoins qui aujourd'hui ne sont pas pourvus, et donc des familles qui sont dans l'attente. Et que pensez-vous faire pour réorganiser et remettre à plat cette situation, qui n'est pas qu'un enjeu financier, qui est aussi un enjeu d'attractivité du métier et d'organisation. Et là, je pense qu'il y a urgence étant donné le calendrier. Troisième point, vous avez parlé tout à l'heure de l'automatisation du versement à la source des prestations sociales pour la lutte contre le non-recours. Est-ce que vous avez rappelé les contours, mais quel est le calendrier et surtout comment c'est financé, puisque automatiquement le non-recours entraîne des dépenses supplémentaires. Autre point qui est dans le PLFSS, donc c'est le débat concernant les contrôles. Pouvez-vous confirmer que cette évolution permettra d'étendre le contrôle concernant les EHPAD à l'ensemble des groupes et pas simplement aux établissements? Et dans la foulée, je voudrais donc préciser concernant le dossier Orpea, puisque les enjeux qui ont été définis par l'IGAS, l'IGF fixent le montant à récupérer à 56 millions d'euros, alors qu'Orpea, lui, a décidé qu'il ne donnerait pas cette somme-là. Donc concrètement, comment allez-vous procéder par rapport à cette démarche-là? Et puis, deux derniers points plus généraux, vous avez évoqué un calendrier
en disant, voilà, nous aurons la concertation grand âge qui va arriver en début d'année, la conférence nationale du handicap. On doit l'articuler avec le PLFSS que nous allons voter maintenant, un calendrier, dans l'attente d'une loi éventuellement grand âge. Comment ça s'articule tout ça? Parce qu'aujourd'hui, nous avons un PLFSS qui donne des moyens supplémentaires, principalement sur le volet grand âge, qui est une continuité finalement. On continue à mettre des montants sur une politique qui est organisée de la même façon. Le monde du handicap est plutôt assez mécontent aujourd'hui, ils sont d'ailleurs dans la rue aujourd'hui une partie du territoire national, considérant que les moyens financiers ne sont pas là et qu'il n'y a pas de réforme. Et c'est une continuité à minima des engagements du comité interministériel. Donc la grande question aujourd'hui, comment vous voyez les évolutions? Parce qu'il y a des enjeux sur les structures, sur le personnel, il y a des enjeux sur l'attractivité des métiers. 700 millions d'euros quand vous devez gérer les 100 départements, l'enjeu sur l'inclusion scolaire, l'évolution sur l'autisme, grosso modo, il n'y a pas grand-chose. Donc aujourd'hui, où est-ce qu'on se situe au regard des enjeux globaux et au regard surtout des annonces qui ont été faites au moment de l'élection présidentielle? Et puis je terminerai par un petit clin d'œil. Il y a quelques semaines, vous étiez de l'autre côté de la barrière. Vous souhaitiez très fortement qu'on avance sur le volet grand âge et loi de l'autonomie. J'entends votre calendrier. Est-ce que le printemps 2023 sera tenu? Alors, si vous voulez bien, Monsieur le Ministre, je vais passer la parole à Olivier Henno, qui est le rapporteur de la branche famille. Vous répondrez aux deux rapporteurs et ensuite on prendra les questions des collègues. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, merci pour vos propos. Alors concernant la branche famille, laquelle est excédentaire chaque année, quelques questions. Oui, c'est pas nouveau, hein. Concernant le service public accueil jeunes enfants, parce que je pense que c'est une question clé de notre société, vous l'avez relevé, hein, ça a été un débat lors de l'élection présidentielle d'ailleurs, que ce soit sur la question de la natalité, hein, c'est un frein pour beaucoup de couples ou pour beaucoup de femmes, hein, cette question du service public, de l'accueil jeune enfant, la question du renouvellement des générations, et il ne faut pas qu'on marche dans les pas du Japon, par exemple. Je lisais, on entendait dans une audition avec Frédéric que le Japon allait devoir accueillir 21 millions de personnes parce qu'il y a un manque de bras compte tenu d'une baisse de la natalité qui est beaucoup plus ancienne pour le Japon. Et puis si on fait la transition avec le débat de tout à l'heure, les tensions sur l'emploi et le retour à l'emploi des allocataires du RSA, notamment un certain nombre de foyers monoparentaux, de femmes seules, souvent la question de la garde d'enfants revient sur le frein à l'emploi. C'est un des principaux freins à l'emploi et ça revient toujours. Donc ma question concerne le financement, votre volonté, la complexité aussi entre la PSU, la PAJE, la prestation d'accueil jeune enfant. Il y a évidemment, vous avez aussi parlé de la maltraitance et de ce qui s'était passé dans une crèche lyonnaise. Il y a un équilibre à trouver entre les financements, la qualité, les objectifs quantitatifs, faire en sorte qu'on puisse retrouver le souffle, parce qu'au fond, le souffle des années 2000, pour ce qui concerne la création de places en crèche, il est perdu au niveau de l'État, mais aussi au niveau du bloc communal pour des raisons financières. Mais il n'y a plus la même dynamique que celle qu'on a pu connaître, alors même que les besoins sont toujours là. Et donc c'est une question centrale pour notre société, pour notre pays. Et donc vous interrogez aussi sur votre volonté d'associer le Parlement sur cette question, puisqu'il y avait une amorce de réforme sur la précédente législature, mais ça avait été adopté par ordonnance, donc vous entendre aussi sur cette question. Et enfin, sur le complément libre choix de mode de garde, ça concerne le PLFSS, on aura l'occasion d'en parler. Je voyais d'ailleurs Madame Imbert qui feuillette les pages, c'est ça les bons élèves, ils ont toujours les bons documents au moment où il faut. Et donc évoquer cette question de la réforme du calcul du CMG et de voir si vous avez déjà étudié les impacts de cette réforme et des familles qui pourraient être perdantes, gagnantes et d'éventuelles compensations. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Merci. Alors, je vais essayer de répondre aux questions de Monsieur Mouillet dans l'ordre. Là, je vous confirme que le décret sera signé au plus tard au mois de décembre. Je fais tout pour qu'il le soit avant et on n'a pas attendu le décret pour commencer à travailler avec la CNAF pour tenir les délais et le cas échéant des délais
plus court, moi je me suis engagé à ce que octobre 2023 soit vraiment la date limite, donc on fait tout ce qu'on peut. Concernant la rentrée scolaire, vous avez raison de dire que le nombre de postes a une nouvelle fois augmenté. Hein, c'est plus 4000 postes d'AESH. On est arrivé à 125 000, 430 000 enfants qui sont scolarisés. Effectivement, il reste des besoins qui sont non couverts. Et chaque situation individuelle de besoins non couverts est un drame à lui seul. On a mis en place pour cette rentrée un canal de communication avec les familles pour pouvoir suivre justement chaque famille qui n'avait pas de solution et essayer d'en trouver avec elle. Et dans une perspective de plus long terme, je l'ai dit, la Première ministre s'est engagée à ce que cette question de l'école inclusive fasse l'objet d'une nouvelle dynamique dans un acte 2 en fait, de l'école inclusive et donc sera discutée dans le cadre de la Conférence nationale du handicap de février 2023. À la fois pour regarder si les ressources aujourd'hui sont suffisantes pour continuer à accompagner les enfants en situation de handicap et à les scolariser. Et c'est difficile aujourd'hui, on arrive à enclencher le pas d'une école qui soit vraiment inclusive, c'est-à-dire aussi de faire rentrer le médico-social à l'éducation nationale et puis peut-être d'évaluer aussi les dispositifs d'accompagnement. Voilà, savoir si aujourd'hui les prescriptions correspondent aussi réellement aux besoins des enfants et si on ne peut pas faire un peu évoluer le système. Donc tout ça sera revu dans le cadre de cette réflexion. Sur la question de la solidarité à la source, c'est un projet de quinquennat, si on veut aller jusqu'au bout, en sachant que donc aujourd'hui on est en train de regarder au contour en fait du projet, les études qui avaient été faites par l'adresse par Monsieur Langlard à l'époque des réflexions autour du revenu universel d'activité, donc qui n'est pas du tout la voie qu'on souhaite aujourd'hui emprunter, couvrait l'ensemble du système. Aujourd'hui, on se dit que pour lancer les choses, on pourrait être sur un panier de prestations qui soit plus ramassé. À elle seule, RSA, prime d'activité et aide au logement recouvre à peu près 90% des bénéficiaires des prestations sociales dans notre pays. 40 milliards d'euros sur les 60 milliards qui sont distribués. Donc, ça serait à peu près le périmètre et un projet en plusieurs étapes, dont la première étape pourrait être celle de la simplification, du pré-remplissage des formulaires de demande de prestations, avec un travail sur la lutte contre le non-recours et le aller vers. Travail aussi qui nous permettrait, dès cette première étape, de lutter contre la fraude, puisque l'idée, ce serait vraiment de sécuriser en fait, le renseignement de ces formulaires de demande de prestations et donc d'avoir vraiment une sécurisation des droits de ces personnes. Concernant les contrôles, donc je vous confirme que les mesures qui sont incluses dans le PLFSS visent bien à donner des moyens de contrôle des sièges des groupes, quelle que soit la nature de ce groupe, aux inspections. Voilà, qui faisait partie des mesures qui avaient été proposées par le rapport Beaune et Meunier. Donc on a intégré dans le texte. Concernant l'affaire Orpea, aujourd'hui, des discussions sont en cours entre la CNSA et Orpea. Moi, je tiens à ce que l'État ait une position très ferme dans cette affaire. Donc, on n'est pas en train de discuter ou de négocier. On est en train ils sont en train d'expliquer aussi les chiffres qui sont issus, je le rappelle, des inspections de nos corps d'inspection. Et donc, voilà, un titre de recette a été émis et on compte bien récupérer les 56 millions d'euros exigés. Voilà. Donc en tout cas, encore une fois, fermeté du côté de l'État. Je l'ai dit, on n'est pas dans une posture de transaction. Concernant l'articulation des différents chantiers, les choses sont bien coordonnées. Comme je vous l'ai dit, on a là un PLFSS d'urgence, de fin de cycle aussi structurel sur les grandes politiques. C'est pour ça qu'on va laisser le temps de la concertation sur le handicap avec la préparation de la future CNH, sur le bien vieillir avec le CNR. On devra bien croiser évidemment les travaux pour avoir
derrière une mise en œuvre ou des propositions concernant l'autonomie de façon générale qui recouvrera aussi PA, enfin personnes âgées et personnes en situation de handicap. Et donc voilà, pour aboutir aussi soit dans les textes financiers de l'automne 2023, soit dans des véhicules juridiques, législatifs ou réglementaires qui resteront à déterminer à l'issue de ces réflexions. Mais on prend vraiment le temps de la réflexion et oui, on aboutira sur le bien vieillir au plus tard au printemps 2023. C'est l'objectif qui m'a été fixé dans ma feuille de route, donc j'ai des comptes à rendre au président de la République et à la Première ministre. Voilà. Concernant vos questions, Monsieur Hainaut, sur la branche famille, et notamment sur le service public de la petite enfance, vous avez raison, hein, c'est un projet avec une ambition majeure et vraiment transformant pour la société, qui répond à un besoin qui est au carrefour des politiques de natalité, de plein emploi, d'égalité hommes-femmes, puisque comme j'ai dit, c'est souvent les femmes qui sont malheureusement empêchées dans leur travail pour pouvoir accompagner leur enfant. Donc on a fait ces premières mesures dans le PLFSS sur la réforme du complément mode de garde et donc qui sont financées. La branche famille est financée dans ce cadre-là. Ça devra faire l'objet de négociations aussi dans le cadre de la renégociation de la convention d'objectifs et de gestion de la CNAF qui s'arrête à la fin de cette année. On va ouvrir une concertation cet automne avec à la fois les acteurs de la petite enfance. C'est vrai que on a monté un comité de filière donc pour traiter notamment de la question de l'attractivité, mais plus largement la question des professions de la petite enfance. Ils seront mis à contribution pour la création du service public de la petite enfance. Et on doit ouvrir aussi une concertation avec les collectivités, avec l'une des difficultés dans la dynamique que vous avez décrite, c'est aussi une répartition de compétences qui est très divisée entre l'État qui finance via la branche famille, entre les départements qui contrôlent, et puis les collectivités, enfin les communes et les intercommunalités qui développent l'offre sur les territoires, qu'elle soit public ou privé. Et donc on a une discussion à avoir et on va mettre sur la table la question pourquoi pas, donc c'est ouvert, d'une compétence obligatoire pour le bloc communal sur le développement de places d'accueil du jeune enfant. Voilà. Donc c'est partie des sujets qu'on discutera de façon très ouverte avec les collectivités. C'est ce qui a fait l'objet, d'ailleurs, enfin moi j'invente rien, c'est ce qui a été proposé dans le cadre du rapport du Conseil économique, social et environnemental sur cette question. Voilà. Et donc les financements seront, vous l'avez dit, la branche famille est une branche qui est quand même dynamique et qui permettra de financer le développement progressif de ces capacités d'accueil. Très bien. Alors, nous allons passer à plusieurs sénateurs. On va faire une première série. Xavier Iacovelli. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. La part des familles monoparentales, vous l'avez rappelé, est passée de 9,4% en 1975 à plus de 25% aujourd'hui. Et vous l'avez rappelé, dans 80 à 85% des cas, ce sont des femmes, la mère qui élève seule un ou plusieurs enfants. Il existe, nous le savons, des fortes disparités entre les familles dites traditionnelles et les familles monoparentales sur au moins deux plans. Tout d'abord sur le logement, puisque l'INSEE rappelle que 37% de ces enfants vivent dans un logement social, contre 15% pour les autres familles. La plupart de ces familles vivent dans un logement dit surpeuplé, où il manque au moins une pièce. Cette réalité a des conséquences directes sur le développement et le quotidien des enfants, leur épanouissement personnel, et peut également rendre difficile leur scolarité, puisque nous le voyons et nous l'avons vu notamment dans le confinement, dans de nombreux cas, ils ne disposent pas d'un endroit approprié pour étudier ou faire leurs devoirs. Par ailleurs, les études récentes montrent que les enfants de familles monoparentales sont 2 fois plus touchés par la pauvreté que l'ensemble des enfants.
Notre politique familiale a tenté de répondre à cet enjeu depuis plusieurs années, mais il fallait un engagement fort ciblant ces familles face à ce constat alarmant. Vous avez ainsi annoncé des mesures concrètes, conformément aux engagements du président de la République lors de la campagne présidentielle sur les familles monoparentales qui nous seront présentées dans le cadre du PLFSS. Je pense notamment à la révision de plusieurs aides financières dont vous avez parlé tout à l'heure concernant la garde d'enfants et la revalorisation de l'allocation de soutien familial. Donc, j'ai 3 questions qui ne sont pas forcément toutes liées d'ailleurs aux familles monoparentales. Pourriez-vous nous préciser la nature de ces révisions et l'impact concret sur les familles qui trop souvent vivent dans une situation de précarité extrême? Pouvez-vous nous donner également le nombre de familles concernées par ces dispositifs? J'avais cru comprendre qu'on était sur 2 millions de familles, mais est-ce que vous pouvez nous préciser ce chiffre? Une autre question qui n'est pas liée à ça, sur la question des numéros d'urgence. Aujourd'hui, nous avons le 119 pour l'enfance en danger, le 3018 pour le harcèlement numérique, le 3020 sur le harcèlement scolaire. Est-ce que vous ne pensez pas, je sais que ce n'est pas directement lié uniquement à votre ministère, mais est-ce que vous ne pensez pas que nous pourrions simplifier et avoir peut-être des numéros d'urgence spécifiques à l'enfance, avec notamment derrière celui qui fonctionne le mieux et qui est le plus représentatif de l'enfance, notamment le 119? Ma deuxième question. Et ma troisième question concernant la revalorisation ce qu'on a appelé le Ségur 3, des 183 € pour le médico-social, notamment les travailleurs sociaux. Est-ce qu'on a un premier bilan de ce versement par les départements? Parce que certains retours me laissent à penser que tout le monde n'a pas forcément joué le jeu. Alors, Daniel Chassaing, nous allons prendre plusieurs questions. Daniel Chassaing, ensuite Abdallah Hassani et Laurence Cohen. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Donc, je m'associe à ce qui a été dit pour ce que vous avez qualifié de bien grandir. J'y ajouterai une seule chose. Dans les rencontres que j'ai fait avec les maires pendant l'été, beaucoup regrettent, si vous voulez, le manque de AESH. Je sais que ça a été augmenté, mais actuellement, pour une inclusion, il manque d'AESH et elles sont pour l'instant insuffisamment payées. 2 questions en ce qui me concerne. D'abord, les aides au département concernant l'enfance, les MEX et le CDE, et aussi pour appliquer tout ça pour appliquer le Ségur de la santé et aussi au foyer occupationnel. Et ma question vient sur le bien vieillir. Alors, vous avez indiqué une augmentation du nombre de SIAD. Ça va dans le bon sens et adapter, bien sûr, les logements, puisque les personnes âgées souhaitent rester à domicile. Mais en ce qui concerne les EHPAD, vous avez indiqué que le président de la République avait souhaité, dans son programme, créer 50 000 emplois. C'est vrai qu'il les faut. Ça fait 5 emplois, en gros, par EHPAD, hein, si on multiplie par 8 000, plus une augmentation du nombre d'EHPAD à faire, parce qu'on va avoir une augmentation très importante de la dépendance. On va passer d'1,4 million à 2 millions en 10 ans. Et donc, la question que je voulais vous poser, si vous voulez, quand on aura l'application, si vous voulez, de la 5e branche de l'assurance, le financement de la 5e branche de l'assurance maladie pour prendre en charge le plan grand âge, et aussi qui doit s'accompagner pour un plan massif de création d'emplois d'aides-soignantes et aussi d'infirmières. Voilà les 2 questions que je voulais poser. Merci. Bien. Abdallah Hassani. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, moi juste une question. Comment cette feuille de route qui est bien fournie sera déclinée dans les Outre-mer? Juste ça. Laurence Cohen, ensuite il y aura Elisabeth Doineau. Oui, merci Monsieur le Ministre pour vos propos introductifs. Donc, vous avez parlé de la loi grand âge en disant que finalement, il y aurait un certain nombre de propositions qui se feraient, si j'ai bien compris, via un certain nombre d'amendements, c'est-à-dire que vous ne restez pas l'arme au pied, si je puis m'exprimer ainsi. Mais permettez-moi, Monsieur le Ministre, quand même de marquer mon étonnement, parce que la loi grand âge, c'est une arlésienne.
Et on est vraiment là face à un problème de société. C'est la conception qu'on a, quelle société on veut construire pour vieillir ensemble et en bonne santé le plus longtemps. Et ça ne peut pas être à chaque fois remis à demain. D'autant que moi, je le vois dans mon département, le département du Val-de-Marne, la situation de la filière gériatrique dans les hôpitaux et dans les EHPAD est catastrophique, et ça n'est pas seulement la situation du Val-de-Marne. Il y a une réduction du nombre de lits, des conditions de travail qui se dégradent, et je dois dire également une mainmise du privé avec sa vision lucrative, et on a vu combien ça pouvait faire de dégâts. Alors effectivement, vous annoncez la création de 50 000 emplois, mais je vous rappelle, mais je pense que vous le savez pertinemment, que les besoins qui sont et qui ont été évalués se situent à 100 000 emplois par an pendant 3 ans. Et il y a besoin non seulement de ces emplois, mais il y a besoin de formation, il y a besoin de salaires à la hauteur, et il y a besoin de la reconnaissance de ces professions. Parce que nous les avons reçus au niveau de la Commission des affaires sociales. Nous pouvons avoir des différences d'appréciation entre nous, mais nous avons quand même un socle commun, c'est d'entendre les souffrances de ces personnels. Et elles nous disent, ce sont beaucoup de femmes, que leur métier n'est absolument pas reconnu et qu'au bout d'un moment, ça perd du sens. Donc, qu'est-ce que vous comptez faire par rapport à cette situation? Ma deuxième question concerne les AESH. Il y a un véritable problème. Vous parlez à juste titre d'une école inclusive, mais pour que ça ne reste pas un slogan, il faut qu'il y ait des moyens humains et des moyens financiers. Or, les AESH sont en nombre insuffisant, et là encore, on les rencontre dans nos départements. Elles n'ont pas la formation suffisante, elles sont très demandeuses, et elles ont des horaires qui sont, mon collègue l'a dit, plus que hachés. Or, il y avait eu un engagement dans le programme du président Emmanuel Macron concernant la contractualisation des AESH à hauteur de 35 heures. Donc, est-ce que vous avancez sur ces questions-là? Et enfin, ma dernière question, c'est concernant la situation des aidants. La stratégie nationale Agir pour les aidants s'achève en 2022. Donc, il reste de nombreux points à améliorer pour une meilleure prise en compte des aidants, notamment pour préserver leur santé, lutter contre l'isolement social et la précarité, développer l'offre de relais et améliorer aussi la conciliation vie personnelle, vie familiale, vie professionnelle. Et donc, quel projet vous comptez mettre en œuvre pour aider, pour améliorer la situation de ces aidants? Je vous remercie. Elisabeth Doineau, ensuite Monsieur le ministre répondra, et ensuite nous aurons... Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, merci d'avoir présenté votre feuille de route. Les chantiers ne manquent pas. Mais j'aurais envie de vous dire, c'est un conseil, si vous n'avez pas envie d'avoir besoin d'un casque de protection, il va falloir adapter la méthode. Alors, comment adapter la méthode? Je voudrais me rapporter tout simplement à celle qui a été celle du Ségur, suivie du Ségur 2, de la Forcade 1, la Forcade 2. Et je dois vous dire que, comme beaucoup de parlementaires, je continue d'être arrosée de courriers de professionnels dans le domaine du médico-social ou du social, qui se demandent quand est-ce qu'ils pourront bénéficier d'une revalorisation de leur salaire. Tout simplement pour dire que, évidemment, que c'était super d'augmenter les salaires dans ces domaines-là, et ceux du sanitaire avant, en tout premier lieu, à l'hôpital public. Mais c'est la méthode qui a fait défaut, c'est-à-dire qu'il aurait fallu annoncer le calendrier des revalorisations et surtout dire que pour les mêmes métiers, on n'allait pas mettre en concurrence suivant qu'on était dans tel lieu de travail ou dans tel autre lieu, qu'on exerçait sous tel statut ou sous tel autre. Et ça, c'est vraiment important parce que ça a créé beaucoup de frustration, beaucoup de sentiments d'injustice. Alors surtout, changez votre méthode, enfin pas vous, mais le gouvernement, parce que très franchement, on continue, hein, je vous assure, et vous sans doute au ministère pareil. Donc c'est un petit conseil que je vous donne parce qu'il faut réconcilier cette
cette société qui est vraiment très, très en difficulté aujourd'hui, on le voit bien. Moi, j'ai deux petites questions à vous poser, mais en fait, c'est des propositions de travail, parce que sur la personne âgée, on voit que le secteur de l'accueil familial est en difficulté. On a de plus en plus de mal à recruter dans les départements. Pourquoi? Parce que ces professionnels, en fait, ne sont pas suffisamment rémunérés et qu'il n'y a pas eu une revalorisation de ce métier. Je pense qu'il y a un petit travail, un petit chantier nouveau à faire, à mettre en œuvre. Ensuite, travailler aussi sur la difficulté qu'ont certaines assistantes maternelles lorsqu'elles ne sont pas payées par leurs employeurs. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup d'interventions de celles-ci dans nos permanences, parce que quand on n'est pas payé par l'un de ses employeurs, eh bien, ça met en difficulté, en précarité, une profession dont on a extrêmement besoin. Aujourd'hui, c'est très compliqué d'avoir des indemnités pour justement remplacer le salaire qui est impayé. Donc, il faudrait vraiment regarder ça. Et puis, le dernier point, c'est sur le PLFSS. Vous avez indiqué que 2 heures supplémentaires seront proposées pour justement sortir de la précarité ces métiers de l'accompagnement au domicile. Je voudrais simplement qu'on fasse très très attention à ce que quand on a augmenté justement les salaires aussi de ces aides à domicile, ce qui était fort bien, le problème c'est qu'on a reculé le nombre d'heures sur les plans d'aide, souvent. Et donc finalement, les familles et les personnes en particulier se sont retrouvées avec moins d'heures d'attention, des professionnels qui étaient mieux payés, mais ça a eu en fait une conséquence. Donc il ne faudrait pas que ces 2 heures supplémentaires soient aussi là employées pour... en tout cas que c'est des conséquences négatives. Et d'ailleurs, il faudrait aussi nous préciser comment, avec les départements, vous comptez financer cette mesure. Merci, Monsieur le Ministre. Voilà. Donc, Monsieur le Ministre, je vous laisse répondre à cette première salve de questions. Alors, très bien. Monsieur Iacovelli, merci d'avoir souligné l'ambition des mesures qui sont portées par le gouvernement dans ce PLFSS, notamment à l'adresse des familles monoparentales. L'impact est clair, hein, comme je vous l'ai dit, l'objectif projeté, c'est de faire reculer de plus de 2 points le taux de pauvreté de ces familles monoparentales. Donc l'impact sera très clair, de permettre aussi à toutes ces femmes de pouvoir ne pas avoir à choisir entre la vie maternelle et la vie professionnelle, et de pouvoir reprendre un travail. On vous transmettra, si vous le souhaitez, tous les cas types qu'on a produits, mais par exemple, j'ai un cas type là d'une mère célibataire qui gagne 1 300 € de revenus par mois, qui a, je pense qu'il y a une petite erreur, qui a 1 300 € de revenus par mois, qui a 2 enfants qu'elle place chez une assistante maternelle pendant 30 heures par mois, avec avec cette réforme du CMG, de ce complément libre choix du mode de garde. Cette maman bénéficiera d'une aide de 108 € par mois, alors qu'elle n'en bénéficiait pas précédemment. Donc c'est voilà. Et pour les autres, ce sera des réductions de charges et des gains sur la prestation qu'elle devait payer pour les modes de garde individuels. Et donc ça va... Ça oscille en fonction du revenu, puisque l'objectif sera aussi de linéariser, en fait, le barème, là où on a aujourd'hui des effets de seuil qui sont extrêmement forts, du début à la fin de la colonne des parents concernés. On fera attention aussi dans cette réforme à tous les cas dits atypiques. Je ne vais pas dire ça comme ça, mais voilà, enfants en situation de handicap ou cas plus complexes à accompagner ou à garder dans cette réforme. Et on fera également en sorte qu'il y ait le moins de perdants possible dans cette réforme. Le nombre de familles concernées, ça sera par la réforme du CMG, c'est environ 840 000 familles. Voilà. Sur la question des numéros d'urgence, on va traiter ce sujet dans le cadre de la stratégie lutte contre la maltraitance. Donc, ce sera plutôt côté Charlotte Cobel, qui est chargée de la protection de l'enfance, qui portera ce chantier. Je trouve que
Ouais. Mais moi, mon avis, il est personnel sur ce sujet-là, pour avoir été là aussi de l'autre côté. Je pense qu'on a un vrai enjeu quand même de simplification des numéros d'urgence de façon générale en France. Et on sait aujourd'hui faire des aiguillages et des routages en fonction de la nature des appels, mais je sais que c'est un sujet sensible. Voilà. Mais plus on ira vers la simplification, me semble-t-il, mieux ce sera si on veut être efficace. Et puis, enfin, la question des revalorisations du secteur médico-social. Effectivement, il y a un certain nombre de départements aujourd'hui qui ne jouent pas le jeu. Et, les choses nous sont remontées. Concernant le dernier accord, il date de juin, suite à la conférence des métiers du 18 février. Néanmoins, on organise un comité des financeurs le 10 octobre prochain, ou le 11 octobre prochain, je ne sais plus, avec les départements, justement, pour regarder si chacun a tenu les engagements qu'il avait pris à ce moment-là, côté État comme côté département. Côté État, on doit regarder notamment sur les compensations liées à l'avenant 43 qui concerne les aides à domicile, par exemple, parce qu'on prenait en charge 50% des augmentations, et donc on va s'assurer que les financements étaient suffisants pour compenser ces 50%. Et puis de façon plus générale, on va avoir une discussion dans le cadre de ce comité pour revoir la relation entre l'État et les départements dans le financement de ces politiques publiques qui aujourd'hui sont quand même assez complexes. Ils font l'objet notamment de 15 canaux de concours entre la CNSA et les départements. Donc l'objectif, c'est aussi de travailler à leur simplification. Monsieur Chassaing, vous m'avez interrogé sur le manque d'AESH, sur leur statut. Voilà, je vous dis ce que je dis. Ils ont effectivement beaucoup augmenté. On va travailler, ça fait partie de la feuille de route, de travailler sur le statut des AESH, notamment pour leur permettre de répondre à l'autre question sur les conditions de travail de ces AESH, de pouvoir leur offrir des temps complets en CDI, de pouvoir aussi travailler sur les ruptures de parcours entre le temps scolaire et le temps périscolaire, avec des vraies questions techniques, parce que on peut vouloir assurer l'accompagnement d'un enfant pendant toute la journée, mais aussi veiller aux conditions de travail des personnes qui vont l'accompagner. Donc ça peut poser d'autres problèmes en termes de droit social notamment, et donc c'est tout ce qu'on est en train de regarder dans l'application, mais l'objectif est bien celui-ci. Je vous confirme que nous tiendrons le cap des 50 000 recrutements en EHPAD, qui sont quand même importants. Ça fait quand même un peu plus que 5, c'est plutôt 6 ou 7 postes par EHPAD. Notre objectif, notre problème aujourd'hui, c'est plutôt l'attractivité des métiers et notre capacité à former, recruter des professionnels dans les établissements. Néanmoins, effectivement, à l'avenir, il nous faudra une programmation des finances publiques qui intègre aussi la montée en charge liée à cette transition démographique. Vous l'avez dit, pour cette année, c'est 1,5 milliard d'euros qu'on injecte dans la politique autonomie. Donc, plutôt conforme avec les projections qui avaient été faites, notamment dans le cadre du rapport Libault. L'année prochaine, la branche bénéficiera d'un morceau de CSG complémentaire de 0,15 points qui devrait lui rapporter plus de 2 milliards d'euros. Donc, qui permettra là aussi d'investir durablement sur ce sujet. Et puis, ça n'épuise pas la question de l'accompagnement de nos ambitions à la hauteur de la transition démographique, et on réfléchira, c'est partie des choses qu'on va discuter aussi, je pense, dans le cadre du CNR sur le financement à d'autres canaux. Il y avait des propositions notamment qui avaient été faites sur la mobilisation de financement privé aussi, qui sont des questions qui doivent être, je pense, mises sur la table. Monsieur Hassani, concernant l'outre-mer, on va travailler avec le ministre de l'outre-mer à la déclinaison de cette feuille de route pour les territoires ultramarins qui connaissent quand même des grandes spécificités. D'ailleurs, chaque territoire a sa spécificité. On ne traitera pas la question de la même façon à Mayotte qu'en Martinique. Il y a quand même des points communs sur des problématiques sociales qui sont sans doute plus criantes, taux de pauvreté, de chômage qui est plus fort, une transition démographique aussi qui est beaucoup plus accélérée.
voilà, la Martinique sera dans 15 ans le département le plus âgé de France. Et donc, voilà, avec aussi des retards en termes d'équipements médico-sociaux, avec, vous savez bien aussi, hein, des questions plus culturelles liées à l'accompagnement justement du vieillissement, du handicap, etc. Qu'il faut donc des approches qui soient très adaptées à chacun des territoires ultramarins. Donc c'est bien dans ma feuille de route que de l'adapter à ces territoires. Madame Cohen, donc j'ai bien entendu que vous craignez que le projet de loi grand âge, ou en tout cas la question du bien vieillir, soit une arlésienne et n'arrive jamais. Voilà, comme je vous l'ai dit, hein, ma feuille de route là aussi est très claire avec cette temporalité que j'ai décrite tout à l'heure, sans méconnaître évidemment la question de l'urgence du moment, et on accompagne l'ensemble des opérateurs sur les questions d'urgence liées au recrutement, liées à l'inflation, voilà, mais pas dire que rien n'a été fait, hein. Je rappelle quand même que le Ségur de la santé, je commençais d'ailleurs à répondre à la question de Madame Doineau, mais le Ségur de la santé, c'est quand même 12 milliards d'euros d'investissement. Sur l'autonomie, c'est 3,5 milliards d'euros en année pleine, juste pour les salaires. Donc c'est quand même quelque chose un effort qui est considérable. C'est en impact, hein, c'est 15% d'augmentation pour une infirmière diplômée d'État, 16% je crois pour une aide-soignante. Donc c'est quand même significatif. C'est clair qu'en une fois, on ne rattrapera pas un retard de rémunération. Il faut qu'on inscrive cette dynamique dans le temps et qui doit être soutenable aussi pour les finances publiques. Donc ça, c'est aussi un sujet. Et comme j'ai dit aussi, la question salariale n'épuise pas la question de l'attractivité des métiers, qui est beaucoup plus large que ça et qui doit être travaillée de façon transversale et globale. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a remis comme l'une des priorités dans le cadre des discussions au CNR. Sur les EAESH, sur la reconnaissance aussi, important, c'est que je crois que il faut aussi qu'on apprenne à parler de façon plus positive de ces métiers, c'est-à-dire sans nier la réalité de ces métiers, reconnaître aussi que c'est des métiers qui ont du sens, qui ont de l'impact, et porter un regard aussi sociétal sur ces métiers qui soit beaucoup plus positif. Parce que si on en parle qu'en disant c'est dur, c'est mal payé, c'est maltraitant, c'est négatif, on ne donne pas non plus envie, je pense, aux jeunes, aux moins jeunes, de s'engager dans ces métiers. Donc il y a un vrai sujet aussi sur la valorisation de ces métiers. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a financé et qu'on continue de financer un certain nombre de campagnes de communication autour des métiers, parce que je crois que c'est aussi un élément qui est extrêmement important. Et je ne reviens pas sur tous les dispositifs aussi de formation, développement de l'apprentissage, on est en train de regarder aussi dans les parcours, dans les lycées professionnels, etc., pour avoir des filières qui débouchent aussi sur ces métiers. Les aidants, je ne vais pas détailler, mais c'est aussi la stratégie aidant arrive à son terme, et on va retravailler une stratégie aidant ambitieuse dans les mois qui viennent. Et puis Madame Doineau, j'ai un peu répondu à votre question, mais voilà, pour avoir vécu de l'autre côté de la barrière, effectivement la méthode Ségur, je peux vous confirmer que c'est pas la bonne méthode, qu'elle a créé beaucoup de tensions dans les établissements, qu'elle a montré surtout notre incapacité collective à piloter des politiques qui sont très complexes, parce qu'elles dépendent de canaux de financement très différents, que l'État n'a pas forcément une vision transversale en fait aussi de tous les opérateurs qui constituent l'écosystème en fait social et médico-social, et donc c'est vraiment, pour moi c'est vraiment une gouvernance qu'il faut remettre en place, qui soit complètement transversale. Quand on prend des décisions salariales pour des postes qui sont financés, des postes d'intérêt général, des missions d'intérêt général qui sont financées par de l'argent public, on ait cette approche globale et pas seulement, parce que là, le Ségur de la santé, il a commencé par l'hôpital public. On a ensuite élargi au médico-social. Et puis ensuite, plus loin, on est allé sur les métiers, donc après le soin, sur les métiers de l'accompagnement. Et puis, voilà. Et aujourd'hui, les revendications, c'est celles essentiellement des personnels administratifs et techniques des établissements. Donc moi, j'étais un peu ferme sur le sujet en disant qu'il n'y aurait pas 183 € pour ces personnels, en tout cas qu'il ne fallait pas les attendre du côté de l'État. J'ai renvoyé, non pas en disant qu'ils ne les méritaient pas, parce que c'est des personnes qui concourent grandement au fonctionnement de ces établissements, qui d'ailleurs en général sont très multifonctions dans les établissements, donc ils ont un rôle qui est précieux.
Néanmoins, je l'ai renvoyé aussi à la responsabilité des employeurs, à la responsabilité aussi des collectivités, parce que le Ségur de la santé, dans son approche, qui répondait à une urgence, à une situation de reconnaissance dans un moment difficile pour notre pays, a quelque part dévoyé notre fonctionnement collectif. Donc l'idée, c'est de repartir et de revenir à un système qui soit beaucoup plus durable et sain, et de le renvoyer à des négociations salariales normales dans ces établissements qui peuvent être financés par les canaux habituels. Et pour ce qui concerne le privé non lucratif, moi, je fonde beaucoup d'espoir dans la création de la convention collective unique étendue de branche, qui doit justement permettre de redonner du sens au cadre conventionnel qui porte en fait ces activités, ces métiers dans le privé non lucratif. Alors, on va essayer il faut les accompagner. Là aussi, il faut mettre une gouvernance en place. Hein. Comment ? Ça met du temps, mais je pense que l'État peut aujourd'hui mettre la pression. L'État et les départements, parce que je pense qu'il faut qu'on ait un pilotage aussi économique de ces négociations, c'est-à-dire qu'on ne les laisse pas négocier dans leur coin et qu'ensuite on leur dit ça coûte trop cher et on ne le financera pas. Donc il y a un sujet aussi là de gouvernance et de portage. Et une question qui, à mon sens, est aussi importante, c'est d'embarquer le domicile dans cette dynamique-là, parce que la concurrence, elle se joue aujourd'hui sur les territoires, et vous le vivez tous, entre le domicile et le médico-social ou l'hôpital. Et ça, c'est juste pas possible. Voilà, et sur les questions sur les assistants maternels, etc., j'ai pris les points, on les a bien dans le scope. Voilà, j'ai répondu aussi sur le financement des départements, je crois. Pas si j'ai oublié une question que vous m'aviez posée. Oui, sur les plans d'aide, pardon. Sur les plans d'aide, sur les canaux. Donc là aussi, ça passe par les tuyaux CNSA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la CNSA, elle finance pas seulement les plans l'APA, la PCH, elle intervient aussi dans l'aide à domicile via le complément qualité, via, je l'ai dit tout à l'heure, la revalorisation salariale de l'avenant 43, et puis ça sera peut-être le canal aussi pour financer les 2 heures supplémentaires. En tout cas, on sera vigilant à ce que ça augmente effectivement le plan d'aide en temps horaire. Donc il y a des sujets techniques, il faut faire sauter les plafonds notamment de ces plans d'aide, mais tout ça est à voir et à négocier avec les départements, puisque ça a été annoncé et pas encore travaillé avec les collectivités. Donc je ne veux pas trop m'avancer pour ne pas trop empiéter sur les discussions que nous aurons avec les départements. Très bien. Alors, Jocelyne Guidez, ensuite Corinne Ferret, Victoire Jasmin, René-Paul Savary, Corinne Imbert. Oui, merci Madame la Présidente. Moi, je voudrais parler des transports. Quand vous avez un jeune enfant handicapé qui est en maison d'accueil, le transport est remboursé à 100%. Quand cet enfant devient adulte, non seulement qu'il faut qu'il change de maison d'accueil, mais en plus de ça, il ne trouve pas toujours un accueil dans son département, ce qui fait qu'il change très souvent de département. Et là, le remboursement n'est plus d'actualité. Généralement, il y a un forfait de 200 € à peu près selon les départements. Et ce sont les aidants, du coup, qui prennent en charge les allers-retours. Je connais une famille qui fait aujourd'hui tous les week-ends 380 km pour aller chercher son enfant handicapé. Parce que les 200 €, vous pensez bien que le forfait ne couvre pas les allers-retours. Donc aujourd'hui, moi je pense qu'il faudrait quand même revoir cette histoire de transport. Il n'est pas normal qu'un enfant qui change de département, on ne puisse pas couvrir les allers-retours. Certains d'ailleurs, moi je dirais pas abandonnent, mais ne vont pas rechercher du coup l'enfant, parce que ça fait trop de kilomètres. Et là, pour parler de ce couple-là, c'est un couple qui est vieillissant. Et aujourd'hui, ils sont épuisés, rien que dans les transports, pour faire les allers-retours. Donc je voulais vraiment vous soulever ce problème-là. Il devait y avoir un réel travail sur les transports qui n'a toujours pas été fait. Je voulais savoir où c'en était. Merci. Très bien. Corinne Ferret qui va poser les questions de Monique Lubin. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, oui, effectivement, je vais parler à la place de ma collègue Monique Lubin, qui n'a pu rester jusqu'à maintenant, mais mon intervention est en même temps question. Je m'y associe pleinement. Je veux revenir, vous l'avez dit, mais je veux revenir sur la loi grand âge. Vous avez dit que cette
loi appelle débat et suscite débat. Vous avez dit qu'avant d'initier cette loi grand âge, il fallait d'abord s'entendre sur le contenu. Mais nous pensons que nous avons maintenant une idée assez précise des besoins. Les choses ont été dites également par ma collègue Laurence Cohen. Ma question est peut-être un peu audacieuse, mais avez-vous conscience de l'exaspération qui est en train de prendre le pas sur l'attente dans les territoires, dans les familles? Cette loi, tu l'as qualifiée d'arlésienne, je peux reprendre ce mot, Laurence, depuis 5 ans, voire plus de 5 ans, sous le précédent quinquennat, cette loi était annoncée. Donc elle a commencé à être attendue. C'est pas très français ce que je veux dire, mais elle était annoncée. On nous disait année après année, oui, on va en faire une grande loi. Parce que c'est un véritable sujet sociétal, vous l'avez dit tout à l'heure, Laurence l'a précisé. C'est comment on accompagne les personnes vieillissantes, les personnes âgées que nous serons demain, je nous le souhaite tous, et un plus grand nombre. Et comment notre société demain intègre cette population. Alors ça concerne les personnels, ça concerne les structures d'accueil, ça concerne les familles, les aidants. Il y a véritablement une attente très forte. Ça concerne aussi les élus qui, dans leur commune, connaissent ces personnes âgées et trouvent des solutions, imaginent des solutions pour leur permettre des accueils, des accompagnements, des hébergements comme cela. Un certain nombre de choses ont été faites. La 5e branche a même été créée. Donc on attend toujours cette grande loi. Et pas simplement au détour de PLF ou de PLFSS, annoncer des financements ou du Ségur, vous l'avez dit tout à l'heure, pour des revalorisations de salaire. Non, c'est véritablement, comme cela a été annoncé, parce que c'était vraiment le bon niveau, on va dire, la bonne prise de conscience, c'est véritablement d'une grande loi dont nous avons besoin. Victoire Jasmin, ensuite René-Paul Savary, Corinne Imbert. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je voudrais attirer votre attention sur la situation des structures associatives qui prennent en charge les personnes en situation de handicap, et particulièrement ceux qui ont des troubles autistiques, donc qui sont vieillissantes. Donc il y a de vrais sujets pour leur prise en charge, mais particulièrement pour l'aide aux associations, parce qu'elles ont des budgets contraints. On leur demande de plus en plus de mettre en place des CPOM, des contrats d'objectifs et de moyens, ce qu'ils font, mais on voit qu'ils sont en difficulté pour avoir des personnels qualifiés, en difficulté également pour couvrir justement l'ensemble des demandes. Alors je voudrais savoir ce que vous comptez faire. Là, j'ai entendu la question que vous avez apportée à mon collègue de Mayotte concernant les Outre-mer, mais je crois que là, il y a de vrais sujets concernant la prise en charge des personnes en situation de handicap. Et je m'associe à ce qui vient d'être dit également par ma collègue Guidez, parce que le problème de transport se pose également chez nous, et il y a eu des questions relatives à cette problématique récemment traitées avec la sécurité sociale, mais il y a des mesures qui seraient prises, notamment pour les TPM. Maire, je ne sais pas si vous êtes au courant de cette situation, mais ce sont les transports pour les personnes en situation de handicap. Mais là, s'il s'agit de voir davantage avec vous, je suis preneur parce que ça pose encore des problèmes. Je vous remercie. Très bien, René-Paul Savary. Oui, merci Monsieur le ministre. On a déjà eu l'occasion d'échanger sur le terrain, parce que l'origine marnaise de M. Combe est tout à fait intéressante, bien entendu. Et je me permets de vous dire, Monsieur le ministre, attention, à travers toutes ces annonces, que les départements n'aient pas l'impression que vous fassiez de la politique sur leur dos. Ça reprend les interventions qui ont été faites. 2 exemples. À travers les 2 heures de convivialité et l'APA. Il faut savoir que les départements qui gèrent l'APA ont une dotation, mais que les dépenses sont bien sûr beaucoup plus importantes, surtout au fil des années, que les recettes, et que déjà l'APA à domicile coûte plus cher que l'APA en hébergement. Et en conséquence,
même la négociation sur les heures, à 22 € ou 23 €, elle a conduit l'augmentation du coût de l'heure à une diminution des heures sur le territoire. Donc c'est tout cela qui doit rentrer en ligne de compte pour pouvoir effectivement améliorer ce dispositif. Et deuxième exemple, c'est à travers le RSA. Parce que la solidarité à la source me paraît tout à fait intéressant, notamment pour les non-recours. Mais aujourd'hui, on a fait un rapport sur le Sénat sur le recouvrement, notamment par les URSSAF, des cotisations. Je peux vous dire que le système n'est pas d'une fiabilité redoutable pour calculer l'ensemble des revenus, hein. Et les données nominatives qui sont nécessaires pour cela font qu'aujourd'hui, on risquerait de générer plus d'indus qu'autre chose. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir des données nominatives et qu'aujourd'hui, l'URSSAF notamment travaille davantage sur des données agrégées. En conséquence, non seulement il faut prendre en compte les revenus éventuellement du travail pour ces bénéficiaires de RSA, mais également les revenus de la solidarité. Hein, et ça devient d'une complexité dans le calcul qui mérite d'être pris en compte. Et là aussi, si on va vers ce système, il me paraît important de jouer sur les droits et les devoirs. Je vous l'ai dit et vous partagez, j'en suis sûr ça. Il y a des devoirs en contrepartie des droits qu'on peut avoir. C'est comme ça qu'on arrivera à unir la société et non pas à la diviser. Et ça coûtera forcément plus cher. Et en conséquence, ça va pénaliser là aussi les finances du département. Moi, je rappelle simplement, j'ai géré mon département pendant 15 ans, 42 millions de recettes à l'époque pour le RSA, 90 millions de dépenses, et c'est 100 millions maintenant de dépenses. Il n'y a toujours que 42 millions de recettes pour les bénéficiaires de RSA. Donc si on en met encore davantage, il y a une asphyxie complète des départements. Donc il faut vraiment prendre ça en compte pour faire en sorte qu'ils soient associés à votre politique et non pas qu'ils se retrouvent dans le côté rétif par rapport à l'évolution des choses. Voilà. Merci en tout cas de prendre en compte ma remarque. Très bien. Alors, Laurence Rossignol, ensuite Corinne Imbert. Excusez-moi, Laurence Rossignol, j'avais oublié de noter. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, d'abord, deux choses très positives. Vous avez annoncé que l'ASF serait augmentée de 50% dès le budget 2023. C'est vraiment une très bonne nouvelle, c'est nécessaire. Les associations de femmes, familles monoparentales le demandaient. Et la prolongation du CMG jusqu'à la fin de la 12e année, jusqu'à l'âge de 12 ans, est aussi une excellente chose, puisque les questions de garde d'enfants pèsent lourdement sur les familles monoparentales. Donc, franchement, mon plein soutien sur ces deux mesures. Profiter, c'est pas souvent. Et donc, voilà. Non, mais j'ai même, voilà. Puisque vous êtes très bien parti, je vous suggère de réfléchir à la déconjugalisation de l'allocation de soutien familial. Je vous inviterai à regarder une PPL qui a été discutée au Sénat, malheureusement pas adoptée, sur la suspension de l'allocation de soutien familial en cas de reprise de nouvelles relations amoureuses par la mère, parce que c'est plus souvent le cas, et qui est une disposition pénalisante pour la remise en couple des femmes et des familles monoparentales. Je voulais revenir sur votre engagement sur les 200 000 places d'accueil mode de garde. C'est très ambitieux, vraiment. On ne peut que soutenir l'ambition, mais je n'ai pas bien identifié les moyens. Dans le quinquennat précédent, l'engagement était beaucoup plus modeste, il était de 30 000 et il n'a pas été atteint. Donc, si on veut atteindre 200 000, il va falloir faire beaucoup plus que dans le quinquennat précédent. Et on évalue, je prends deux instituts, Montaigne et Terra Nova, qui ne sont pas soupçonnables ni l'un ni l'autre de mauvaise volonté, évalue à entre 1,6 et 2 milliards d'euros par an l'augmentation de 200 000 nouvelles places de crèche. C'est une grosse somme qui, je crois, ne figure pas au budget 2023. Donc déjà, ça reporte un petit peu le début des ambitions. Et ensuite, on sait quand même que depuis quelques années, les places de crèche qui ont été créées le sont essentiellement par des structures à but privé lucratif.
On se demande toujours comment, là où les uns n'y arrivent pas, les autres arrivent à sortir des bénéfices. Enfin, de temps en temps, on a des réponses. Mais j'attire votre attention sur le fait que ce qu'on a connu sur le privé à but lucratif dans d'autres domaines du médico-social pourrait un jour être le sujet sur les crèches. Et puis, vous avez une petite phrase à un moment donné en disant qu'il y avait une grande réflexion sur le service public de la petite enfance avec l'hypothèse, l'idée de réfléchir à une compétence obligatoire des communes en la matière. La raison pour laquelle on construit pas de place, il sort pas autant de places de crèche qu'on veut, qu'on voudrait, c'est qu'on peut aider les communes à l'investissement. Le problème, c'est le fonctionnement. C'est ça qui pèse. Donc, quand je dis 1,6 à 2 milliards d'euros pour 200 000 places de crèche, on voit bien qu'il s'agit plus l'existant, d'un transfert de charges énorme sur les communes, et que ce transfert de charges, il ne peut pas se faire comme ça. Bref, je soutiens l'idée d'un service public de la petite enfance. L'histoire du droit opposable à une place de crèche est formidable aussi. Je suis juste un peu perplexe sur les moyens qui vont être mis en place pour atteindre au moins la moitié des objectifs. Alors, Corinne Imbert, ensuite Annie Le Houerou, et on arrêtera là les questions de façon à ce que Monsieur le Ministre répond. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, tu peux pousser juste un tout petit peu. Voilà, excuse-moi. C'est mieux quand on peut se voir. Oui, alors mon intervention, elle rejoint les sujets évoqués par Elisabeth Doineau et René-Paul Savary, parce que je crois que le fait qu'on était soit en C1, conseiller départemental, soit encore en conseiller départemental en fonction, évidemment, les politiques que vous portez représentent le cœur de métier des conseils départementaux, et évidemment, les mesures proposées ont un impact direct. Aujourd'hui, les départements, et notamment les directions d'autonomie qui préparent le budget primitif pour 2023, prennent en compte, notamment pour fixer l'évolution du taux pour les établissements, prennent en compte l'inflation, prennent en compte l'impact du Ségur, prennent en compte l'impact de l'avenant 43, ont la pression des oubliés du Ségur, avec des revendications pour lesquelles il n'y aura pas de compensation, etc. Et évidemment, quand on fait le total, ça se traduit par des millions d'euros, y compris la compensation par l'État, par la CNSA. Donc, évidemment, la même attention que mes collègues sur ces sujets-là, parce que vous évoquiez les départements qui ne joueraient pas le jeu. Il y a peut-être demain des départements qui ne pourront pas jouer le jeu. Donc, vraiment, et sur les 2 heures que vous présentez dans l'article 34 du projet de loi de financement de la sécurité sociale, on est entre nous, même s'il y a c'est diffusé. Mais quand même, est-ce que c'est une façon de compenser justement la perte d'heures liée à l'augmentation du tarif pour des bénéficiaires de l'APA qui sont au maximum du plan d'aide, et on se le dit, ou alors est-ce que ça sera comme c'est écrit dans le texte pour permettre de prévenir la perte d'autonomie, de repérer les fragilités, de maintenir du lien social, et est-ce que de fait, compte tenu de cette rédaction, ça pourrait être exclu pour les bénéficiaires GIR 1 et GIR 2 ? Voilà, c'était une précision qui serait intéressante à avoir. Et puis, je voulais savoir, parce qu'au début de vos propos, vous avez prononcé le mot magique, la co-construction, qui était aussi très employée par votre prédécesseur, qui, quand elle évoquait le projet de loi Grand Âge et Autonomie, disait clairement, quand l'État mettra 1 euro, on demandera au département de mettre 1 euro. Est-ce que vous êtes sur cette même logique, s'il vous plaît ? Je vous remercie. Excusez-moi, je vous réponds très vite. Donc il y a bien un groupe de travail qui avait été mis en place par Sophie Cluzel et qui doit rendre ses conclusions là. Et donc c'est un des sujets qui sera pris en compte là aussi dans le cadre par le CNCPH, par le CIH et dans le cadre de la CNH. Donc pour pouvoir aboutir, mais il y a effectivement un gros sujet. J'avais été alerté dès mon arrivée sur le sujet des transports. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Et pour terminer, Annie Le Houerou. Oui, 2 de nos collègues ont fait un travail dans le cadre de la mission d'information sur le contrôle des EHPAD, Bernard Bonne et Michel Meunier, qui ne pouvaient pas être là ce soir. Je voulais attirer votre attention sur ces conclusions et savoir comment vous envisagiez de
porter certaines conclusions de ce rapport, et très précisément une question concernant Orpea en particulier, et comment est envisagé le remboursement par Orpea des sommes indûment perçues. Je crois savoir qu'il y a un différentiel entre votre évaluation et celle de Orpea. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? La question avait déjà été posée par Philippe Mouillet, mais peut-être que vous n'étiez pas arrivé. Monsieur le ministre, mais c'est une réponse courte. Je vais essayer de répondre à l'ensemble. Donc j'ai répondu sur les transports. À l'intervention de Madame Ferré, voilà, je pense y avoir répondu quand même longuement tout au long de l'audition. On a bien conscience de l'attente que suscite le sujet. Cette attente qu'on prolonge, elle ne se fait pas au mépris des travaux qui ont pu être conduits par l'ensemble des parlementaires, notamment. Il y a énormément de rapports qui ont été produits, effectivement, qui apportent un certain nombre de réponses, d'ailleurs, dont un certain nombre d'entre elles ont d'ores et déjà été inscrites dans la loi. Mais là, la volonté, encore une fois, c'est vraiment de porter le sujet de façon sociétale, de pouvoir inclure dans ce débat plus largement les citoyens au regard de l'enjeu qui est celui de la place des seniors, des aînés dans la société et du vieillissement, et de pouvoir se donner encore un temps de concertation avec les citoyens, le cas échéant, pour apporter d'autres éléments, et puis surtout pour prioriser et planifier la mise en œuvre de l'évolution de ces politiques publiques. Donc je ne méconnais pas l'attente et la pression qui est forte. Voilà, j'essaie selon la temporalité que j'ai indiquée, j'essaie d'y apporter des réponses. Par ailleurs, il y a, je vais y revenir en répondant à M. Savary, mais des questions qui tiennent aussi au financement et à la programmation qu'on doit faire pour pouvoir assurer ce financement. Concernant la question de Madame Jasmin, j'ai bien entendu et je connais bien la situation du monde associatif et des gestionnaires d'établissements, notamment dans le secteur du handicap. On essaye avec ce PLFSS de répondre à des besoins immédiats liés à la fois à l'attractivité des métiers et à l'impact de l'inflation, puisqu'on a prévu dès 2022, donc dans la partie finances rectificatives, 440 millions d'euros de crédits supplémentaires qui seront délégués aux ARS pour soutenir les acteurs médico-sociaux. Il y a quand même la question, j'ai annoncé pour les EHPAD le gel des tarifs sur l'énergie. On est en train de regarder pour faire la même chose du côté du handicap. Donc j'ai pas encore de réponse, donc je peux pas l'annoncer, mais en tout cas on travaille sur ce sujet-là et on reconduira des crédits exceptionnels en 2023 pour 670 millions d'euros pour soutenir les opérateurs du secteur de l'autonomie. Et je l'ai dit régulièrement, enfin, on sera très attentif à l'évolution de la situation, et si d'aventure il y avait besoin de compléter ces soutiens, on regardera ce qui est possible de faire en cours d'exercice, comme on l'a fait cette année déjà par 2 fois. Monsieur Savary, je suis complètement d'accord avec votre analyse et votre regard sur les risques. Il faut vraiment, en tant que Marnais, on se comprend. Il faut vraiment qu'on anticipe ces risques. Et c'est vrai qu'il y a des annonces qui ont été faites, c'est un peu le décalage. Et donc là, moi, je me suis engagé auprès de Monsieur Sauvadet et de l'Assemblée des départements de France à construire une nouvelle méthode aussi de travail. Donc on va maintenant reprendre discussion. On va commencer avec le comité des financeurs qui sera réuni dans quelques jours pour les sujets urgents, et puis ensuite pour aborder ces questions-là, la relation entre l'État et les départements, et qu'avant d'inscrire des mesures, ou en tout cas de prendre des décisions structurelles pour l'avenir, on arrive à trouver les bons canaux de financement. Il y a une projection, il y a déjà dans la trajectoire des finances publiques une inscription des crédits de l'État pour compenser les coûts qu'engendrerait la mise en place de la solidarité à la source, et notamment dans la lutte contre le non-recours. On a déjà commencé à construire cette trajectoire. Pour la question de l'APA, oui, je pense qu'il y a un sujet de dynamique du côté de la branche autonomie qu'on ne peut pas nier. Et là, j'ai dit qu'il fallait aussi qu'on
qu'on trouve d'autres canaux de financement. Je dis pourquoi pas regarder aussi du côté des financements privés, de la contribution des familles aussi d'une façon ou d'une autre, et puis d'autres ressources, le cas échéant, en fonction des projections qu'on va faire, puisque je sais bien qu'aujourd'hui, le financement des plans se fait plutôt via les moyens qui sont aujourd'hui octroyés à la CNSA plutôt qu'aux besoins et aux dépenses réelles des conseils départementaux. Donc voilà, mon souhait, c'est vraiment de pouvoir nous inscrire dans un contrat de confiance et puis de travailler ensemble et de prendre des décisions quand on aura trouvé les bons canaux aussi de financement. Et sur la philosophie RSA, on est d'accord, enfin, je me suis beaucoup exprimé là-dessus, sur l'articulation sociale-travail, qu'il ne fallait pas opposer. Et, au contraire, je pense qu'aujourd'hui, et ça sera l'objectif de toutes nos politiques publiques, je pense que Olivier Dussopt vous a parlé de France Travail, je travaille avec lui sur ce sujet, mais le plan de lutte contre la pauvreté aussi visera à beaucoup mieux accompagner les bénéficiaires du RSA ou les personnes très exclues vers une reprise d'activité. Donc ça sera vraiment, notre politique sera vraiment tournée vers ça, ce que vous appelez devoir, puisque je pense qu'on est tous choqués aussi de voir qu'aujourd'hui, il y a un taux de chômage et un nombre de bénéficiaires du RSA qui est très élevé dans un marché du travail qui est quand même extrêmement tendu. Alors, on a beaucoup parlé d'attractivité des métiers, c'est que notre système fonctionne quand même pas très bien de façon globale. Merci Madame Rossignol pour votre soutien et vos compliments. Donc vous partiez sur les familles monoparentales. Je pense que voilà, c'était vraiment c'est une mesure qui était forte, qui est forte et qui est attendue. J'ai bien entendu le décalage perçu entre l'ambition affichée des 200 000 places d'accueil. Alors pas que des places en crèche, mais vous savez qu'aujourd'hui, vous savez très bien que 60% aujourd'hui des modes d'accueil, c'est des assistantes maternelles et des modes de garde à domicile. Dans la trajectoire de la branche famille, on a prévu quand même des crédits. Je vous dis, on va renégocier aussi la COG, et donc ça va être le moment aussi où on va poser les moyens nécessaires pour ce développement. Il faut qu'on discute là aussi avec les collectivités, puisque j'ai dit que l'option était... En fait, c'est pas qu'une question de moyens, il y a un sujet aussi d'incitation, on va dire, des différents acteurs pour le développement de l'offre sur les territoires. Et en dehors de confier cette responsabilité à une collectivité, notamment au bloc communal, j'ai du mal à voir comment on va vraiment pouvoir atteindre ces objectifs si on ne veut pas faire reposer le développement de l'offre d'accueil uniquement sur le secteur privé, comme ça peut être le cas aujourd'hui dans certains territoires. Et je pense, comme vous, que c'est absolument pas souhaitable. Donc voilà, qu'on puisse développer une offre qui soit diversifiée et offrir le choix aux familles. Il y a certains territoires où il n'y a que ça, et ça pose des problèmes d'égalité d'accès, de qualité aussi d'accompagnement et de sécurité pour les enfants. Enfin, je dis très clairement. Donc c'est pas forcément souhaitable. Donc c'est un peu tôt. On est encore un peu en amont de la discussion, puisque encore une fois, il faut qu'on discute avec la CNAF et avec les collectivités. Merci beaucoup. Qu'est-ce que j'aurais pas répondu comme question? Oui, vos questions, pardon, Madame Imbert, sur la question des départements et voilà, j'ai un petit peu répondu sur les 2 heures. C'est vraiment de trouver un mécanisme pour que ce soit vraiment 2 heures en plus, quel que soit. Alors je crois qu'on a pour l'instant limité, non? J'ai 1 à 4. Non, c'est bien, j'ai 1 à 4. C'est bien pour tout le monde. Et ensuite, sur la co-construction, ça aussi, ça fait partie des discussions qu'on doit avoir avec les départements. Il faut qu'on mette tout sur la table et qu'on ait une discussion qui soit renouvelée. Parce que là, ce qui se passe aujourd'hui n'est pas très sain, en fait. Enfin, ça crée des tensions qui ne sont pas... Voir également cette dichotomie entre les jours de 1 à 4 et puis les 5-6. Parce que c'est là qu'on fait la prévention, quand même. Au niveau des 5-6, il y a vraiment des choses à faire pour éviter qu'ils remontent en dépendance. Hein. Il y a des vraies actions là à faire. 34, c'est ça? Oui. On va regarder la rédaction.
Oui, donc les GIR 5-6 ne sont pas concernés. Pourtant, là, il y a des actions de prévention nettement intéressantes à un moment où on essaye d'élargir la prévention. Oui. La question. Alors, Madame Le Houerou. Oui. Non, mais on va vous la donner. Non, mais je veux bien Ça va être court, ça va être répondre, court. vous dire que on a repris quand même un certain nombre de propositions du rapport hein, dans le PLFSS et notamment un renforcement des mesures de contrôle à la suite de toutes celles qui avaient déjà été prises au début de l'année ou que je peux vous lister. Hein, la soumission à l'accord préalable des autorités de tarification de la possibilité pour un groupe de signer un CEPOM, puisqu'apparemment il y avait des groupes qui signaient, voilà, et ensuite ça posait des questions sur l'utilisation des financements du CEPOM, de limiter dans le temps l'usage des excédents sur les financements publics afin qu'ils soient effectivement dépensés, d'étendre le pouvoir des ARS, donc en l'espèce sur le siège d'un groupe gérant plusieurs EHPAD pour pouvoir les contrôler. Donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. L'autorisation de recours à des astreintes journalières lorsqu'un organisme contrôlé ne transmet pas les documents demandés. Donc vraiment de pouvoir obliger et contraindre les établissements concernés à transmettre les documents. Une obligation aussi de transmission d'une comptabilité analytique attestée retraçant des flux financiers entre les établissements médico-sociaux et le groupe, des sanctions et des astreintes qui seront affectées à la CNSA dès lors qu'elle relève dès lors que les ESMS concernés relèvent de l'objectif global de dépenses. Et puis enfin, la récupération des indus par la CNSA, donner cette possibilité à la CNSA pour, lorsqu'une autorité de contrôle de tarification effectuera un contrôle au sein d'un ESMS géré ou sous contrôle d'un groupe et se rendra compte une des entités du groupe a bénéficié de sommes injustifiées de la part de cet ESMS. Et donc là, la CNSA pourra les demander. En lien avec la question Orpea, j'ai dit que l'État serait très ferme dans les discussions. Effectivement, il conteste une partie des 56 millions d'euros réclamés pour 30 millions d'euros, je crois, d'entre eux. Et donc, les discussions sont en cours avec la CNSA, mais j'ai demandé à ce que notre position soit très ferme au regard de la situation et du comportement du groupe. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour une première audition. C'est une audition riche et fournie. Et nous souhaitons une bonne soirée. Et on vous dit à bientôt. Merci beaucoup.